Et si tout ce qu'on croyait savoir sur la façon de combattre l'épuisement mental était complètement à l'envers? Ah ouais, c'est une sacrée question pour commencer. Bah oui, parce que imagine un instant. Et si la toute première étape pour se sortir d'une détresse profonde, c'était pas du tout d'aller analyser son enfance ou de lire des livres de philosophie hyper complexes, mais juste de se brosser les dents ou de prendre un bain chaud? C'est vrai que ça paraît presque absurde dit comme ça. Totalement absurde. Ça va à l'encontre de tout ce qu'on entend d'habitude. On s'attend toujours à des solutions monumentales pour des problèmes monumentaux, quoi. Mais en fouillant dans les documents rassemblés pour notre exploration d'aujourd'hui, c'est d'une toute autre histoire qui apparaît. Une histoire de biologie pure et de toutes petites habitudes. Alors, juste avant de plonger là-dedans, parce que c'est fascinant, il faut vraiment qu'on pose un avertissement de base. Bien sûr, vas-y. Le contenu de notre analyse aujourd'hui, c'est vraiment à but éducatif uniquement. Cette plongée dans nos sources ne remplace en aucun cas un avis médical, un vrai diagnostic ou le suivi d'un professionnel de la santé. On parle de la biologie du quotidien ici, c'est pas une prescription médicale. Ouais, c'est crucial de le rappeler. Le but de notre plongée, c'est de comprendre un mécanisme très précis. Comment de simples habitudes de vie, les trucs les plus banals du monde, agissent comme une véritable thérapie comportementale pour modifier la chimie du cerveau. Physiquement modifier la chimie, oui. Exactement. Et donc, dans les 12 à 15 prochaines minutes de cette exploration, voici le plan. D'abord, on va regarder les fondations, les routines de base et la mécanique incroyable du sommeil. Ensuite, on passera à la nutrition. C'est ça, la nutrition comme carburant chimique direct, et il y a des surprises énormes là-dessus. Et enfin, on parlera de l'action comportementale la plus redoutable pour changer notre neurologie, c'est-à-dire l'exercice physique. Si on prend un peu de recul sur toutes ces données, l'idée centrale, c'est d'utiliser le corps pour réparer le cerveau. Augmenter l'énergie physique de façon mécanique pour contrer cette léthargie qu'on connaît bien. Et c'est là que ça devient captivant. Commençons par le premier point, les fameuses fondations. Ce qui frappe direct dans nos sources, c'est de voir à quel point le stress chronique, ou le burn-out, nous font oublier les trucs les plus basiques. Les choses les plus élémentaires, oui. Mais pourquoi? Pourquoi soudainement, prendre une douche ou s'habiller le matin, ça ressemble à l'ascension de l'Everest pour quelqu'un qui est épuisé? Clinique, en fait. On appelle ça la négligence des soins personnels. Et c'est important de dire que c'est pas de la paresse. Pas du tout. C'est le cerveau qui bègue. En gros, oui, sous une pression constante ou dans un état dépressif, le cerveau passe en mode survie. Les fonctions exécutives, celles qui servent à planifier ou organiser, elles s'éteignent à petits feux, juste pour économiser de l'énergie. Du coup, comportementalement parlant, on cherche la facilité. Voilà, on se tourne vers la gratification instantanée, le fast-food, ou alors on saute carrément des repas parce qu'on n'a pas l'élan de préparer quoi que ce soit, on abandonne l'hygiène de base. Et la solution proposée ici, c'est pas de faire une grande introspection. C'est la fameuse liste, c'est ça. Exactement, une liste de contrôle strict, presque robotique. J'adore ce terme. Une liste de contrôle robotique. On parle de cocher une case pour le fait de se brosser les dents, ou juste de s'asseoir à une vraie table pour manger, au lieu de grignoter un truc debout devant le frigo. C'est ça, c'est ramener le contrôle au niveau zéro. Faire ses bilans médicaux, aller chez le dentiste. Ce sont des actions qui signalent au système nerveux central que l'environnement est géré, qu'il y a un pilote dans l'avion. C'est comme reconstruire les fondations d'une maison avant de décider de peindre les murs du salon, en fait. C'est une super analogie. Et la plus grosse dalle de béton de cette fondation, dans nos sources, c'est le sommeil. Oh que oui. Et le sommeil, c'est pas juste appuyer sur pause. Le manque de sommeil, ça empêche carrément le cerveau de se réparer et de consolider la mémoire sainement. Ouais, le système de nettoyage du cerveau a besoin de temps. Le système lymphatique, oui, il nettoie les toxines de la journée. Si on dort pas, les déchets s'accumulent. Ce qui explique pourquoi on est tellement irritable quand on dort mal. Les actions recommandées sont super précises d'ailleurs, 8 heures de sommeil, des horaires super réguliers. Même le week-end. Même le week-end, ouais. Et la chambre doit être un sanctuaire. Sombre, fraîche, calme. Et il y a ce détail sur le bruit blanc qui m'a scotché. Ah, le bruit blanc, c'est génial. En fait, même endormi, notre cerveau primitif reste à l'affût des prédateurs. Il monte la garde. Voilà, un chien qui aboie, un klaxon, et hop, le cerveau lance une alerte au cortisol qui casse le sommeil. Le bruit blanc, ça crée un mur sonore qui bloque ces alertes. Et pour arriver à ce sommeil, la routine de transition est dingue. On sait tous qu'il faut couper les écrans, fuir les infos anxiogènes 1 heure avant. Mais c'est dur quand on cherche de la dopamine facile sur son téléphone. C'est clair. Mais l'astuce comportementale, c'est le bain chaud. C'est pas juste pour faire joli. Ça stimule l'ocytocine, une hormone apaisante. Un tranquillisant naturel. On associe ça à une tisane à la camomille et on envoie un message chimique au cerveau qui dit « le danger est passé On peut baisser les boucliers. » Exactement.
Alors, une fois qu'on a posé ces fondations avec le sommeil et l'hygiène de base, comment on nourrit ce cerveau qui commence à se réparer? Ce qui nous amène à la nutrition. Une transition parfaite. Parce que l'impact de la nourriture sur l'humeur, c'est fou. Qu'est-ce qui se passe chimiquement quand quelqu'un saute un repas? C'est très mécanique. Sauter un repas fait chuter la glycémie, le sucre dans le sang. Le corps voit ça comme une menace vitale immédiate. L'alarme se déclenche. Le cortisol grimpe en flèche. Et ça, chimiquement, ça amplifie le sentiment de désespoir et de négativité. Donc c'est la biologie qui parle, pas la psychologie. Et là, il y a la fameuse stratégie d'urgence issue de nos sources. Ça m'a fait halluciner. Ah oui, l'intervention de crise. En cas de chute d'énergie ou de grosse déprime liée à la faim, il faut manger n'importe quoi. Même un fast-food ou un truc sucré vite fait. Le but, c'est juste de faire remonter le sucre. C'est ça, juste pour retrouver la motivation d'avancer. On oublie la perfection nutritionnelle sur le moment, on fait du sauvetage chimique. Attention quand même, c'est une stratégie de crise, pas un mode de vie. Bien sûr, à long terme, c'est différent. Il faut des protéines 3 fois par jour, des portions de la taille d'un jeu de cartes. Parce que le cerveau a besoin de ces protéines pour synthétiser les neurotransmetteurs pendant la nuit. Les fameuses briques de construction. Et il y a des ouvriers spécialisés, comme l'acide folique. Qu'on trouve dans les épinards, les légumes verts foncés, ça sert à produire la sérotonine. Avec les oméga-3 aussi. Et le truc le plus fou, c'est le lien avec le sommeil. Manger une petite collation riche en glucides juste avant de dormir. Oui, un peu de glucides la nuit, ça aide le cerveau à traiter les protéines. Parce que ça crée de l'insuline qui dégage l'autoroute vers le cerveau pour le tryptophane, c'est ça, hein? Tu as tout compris, c'est de l'ingénierie biochimique. Le corps est nourri, le sommeil est réparé. Quelle est l'étincelle finale pour relancer la machine? L'exercice physique. L'exercice physique, oui. Et pas comme un loisir du dimanche. Dans nos documents, c'est décrit comme la technique comportementale antidépressive la plus puissante. C'est une affirmation nassive. L'exercice agit de manière super similaire aux médicaments antidépresseurs de type ISRS. Les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine? L'analogie du lavabo. Voilà. Imagine un lavabo avec de l'eau qui coule. L'eau, c'est la sérotonine. Les médicaments bouchent le trou au fond pour que l'eau s'accumule. L'exercice intense crée ce même effet naturellement. Ça garde la sérotonine active. Mais il y a plus fort, le fameux BDNF. Le facteur neurotrophique issu du cerveau. C'est de l'engrais pour le cerveau, non? Exactement. L'exercice déclenche la croissance de nouvelles cellules cérébrales grâce à ce BDNF. C'est fou de se dire qu'on peut faire pousser de nouveaux neurones. Et en plus, l'aérobie élimine les toxines de stress. On transpire le cortisol et l'adrénaline. Bon, l'objectif idéal mentionné dans la source est quand même costaud. 25 à 45 minutes d'aérobie à 70% de la fréquence cardiaque maximale, 5 à 7 jours par semaine. C'est énorme. Pour quelqu'un d'épuisé, c'est impossible. Ça décourage direct. Et c'est là qu'il faut nuancer tout de suite pour l'auditoire. La clé, c'est pas de faire un marathon demain, c'est de commencer par des micro-actions. Descendre du bus un arrêt plus tôt. Oui, ou prolonger un tout petit peu la promenade du chien. Le but, c'est de créer une dynamique, un mouvement, sans se submerger. Bon, résumons nos 3 piliers. Des fondations solides avec le sommeil et des routines basiques, une nutrition stratégique pour la chimie du cerveau, et des micro-mouvements pour créer des neurones. Maintenant, comment on met ça en pratique concrètement? C'est la question. Le plan d'action immédiat. Très pragmatique, on a un plan en 3 étapes que n'importe qui peut lancer dans les prochaines 24 à 48 heures. Étape 1. Créer une liste de contrôle minimaliste pour les soins personnels. Y mettre des choses simples, comme s'asseoir pour prendre un repas. Vraiment cocher la case. Étape 2. Instaurer ce fameux couvre-feu numérique. 1 heure avant le coucher, on coupe les écrans et on remplace par une tisane ou ce bain chaud. Et l'étape 3, j'imagine que c'est le mouvement. Choisir une seule micro-action physique. Une seule. Comme l'arrêt de bus en moins. Le plus grand obstacle quand on écoute ceci, c'est de se sentir complètement submergé. De se dire, c'est trop. Bien sûr. La solution, c'est vraiment de s'accorder le droit de ne faire qu'une toute petite action à la fois. Ce qui compte, c'est la constance, pas l'intensité. La constance recable le cerveau. Alors, pour récapituler la valeur de notre analyse d'aujourd'hui, on revient à la question de départ. La chimie du cerveau peut-elle être modifiée par le comportement? La réponse est un grand oui, en structurant son repos, en utilisant la nourriture comme une chimie positive et en bougeant pour créer de nouveaux neurones. Donc, pour les personnes qui nous écoutent, voici l'invitation. Réfléchissez à laquelle de ces micro-actions résonne le plus avec votre situation, enfin, la situation actuelle de chacun. Le bain chaud, les épinards, l'arrêt de bus. Choisissez-en une seule. Et testez cette première étape dès aujourd'hui, juste pour voir.
Et pour conclure, je voudrais proposer une pensée un peu différente. Améliorer son hygiène de vie, c'est reprendre le pouvoir. Remplacer l'épuisement par des petites actions délibérées. Exactement. Le cerveau est prêt à se réparer. Il suffit de lui en donner les moyens physiques. Peut-être que la dépression moderne n'est parfois qu'un signal d'alarme de notre biologie qui réclame son habitat naturel. C'est une réflexion puissante pour terminer. Donner au corps ses droits primaires. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration fascinante et à très vite pour une prochaine plongée.